qu'est-ce qu'on vous avait promis en vous abonnant à ce Patreon ? On m'avait promis des petites newsletters, l'annonce des invités en avant-première, des extraits coupés en bonus, des petits articles éditoriaux de temps en temps, ce genre de trucs. Et est-ce que vous avez eu ce qui était attendu ? Ah oui, sur la page Patreon du Millennium Tour directement, il y avait régulièrement des petits posts sympas de ce genre. Et alors tout va bien en fait ? Oui, nickel. Oh, c'est sympa et c'est une super façon de soutenir ce chouette podcast et d'encourager la suite. Mais du coup, pourquoi on parle en mode témoignage anonyme inquiétant là ? Il me semble que c'est uniquement parce que Julien a oublié de penser à un petit message promotionnel en début d'épisode. Et du coup, on est en train de faire ça à l'arrache juste avant les diffusions. Ok, donc en fait, on a juste à dire que le Millennium Tour est 100% indépendant et soutenu par ses auditeuristes et que tous les liens sont dans la description en fait. Oui, complètement. Et sinon, ça c'est juste ma voix normale. Qui aurait pu prédire ? Quand on monte dans un avion, on va pas expliquer au pilote de l'avion comment il faut qu'il pilote l'avion. Sauf si on est soi-même pilote. Bon, c'est ce que j'ai dit. J'allais dit. Une bonne vieille viande ici chez nous. Le Millennium Tour commence ce soir. Je les invite à faire preuve de la plus grande modération en matière de versement de dividendes. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du Millennium Tour. Nouvel épisode après l'épisode il y a 2 semaines qui était dans le tumulte, dans le chaos, après la démission surprise de Sébastien Lecornu le lendemain matin de la veille au soir où il a fait nommer son gouvernement éphémère. On avait fait un épisode spécial qui s'est déroulé en live sur Twitch avec 6 ou 7 personnes qui étaient là sur Discord. Ça s'est parlé tout le monde sur la gueule de tout le monde avec des qualités de micro aléatoires. On revient à un setup un peu plus classique avec des bons micros et moins de monde. Et mes invités aujourd'hui, de ma gauche à ma droite, il y a Pauline... De ma gauche à ma droite, il y a Pauline Ferrari. Bonjour. Salut. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui ? Ben ça va, il y a des nuggets VG sur la table, donc moi je ne peux qu'être très heureuse. Bon bah alors, tout va bien. Tu es journaliste indépendante, spécialiste des réseaux sociaux, des cultures web et des questions de genre. Tu as écrit pour l'humanité, pour l'ADN entre autres. Et tu as sorti un livre il y a 2 ans qui s'appelle « Formé à la haine des femmes ». Absolument. Qui est sous-titré « Comment les masculinistes infiltrent les réseaux sociaux ». Un beau programme de fun sur les hommes qui détestent les femmes. Et on va en parler, et puisque à ma droite, il y a Léane Alestra. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Ça va et toi ? Oui, moi ça va bien. Content de reprendre ce setup feutré pour le Millennium Tour. Toi aussi, alors j'ai pas précisé, mais c'est toutes les deux votre première dans cette émission, donc ça me fait très plaisir. Tu es chercheuse en études de genre. Tu sors cette année Les Vigilantes, sous-titré Surveiller et surveillante, ces femmes au cœur de l'extrême droite, dans lequel au final tu parles de militantes d'extrême droite, mais finalement c'est plutôt une petite partie du livre, parce que tu fais comme un inventaire total de la place des femmes en fait dans la société occidentale, qui est vachement large et vachement intéressant, pour en venir à, en gros, ce qu'essaye de valoriser et de préserver, en tout cas, cet imaginaire, ces militantes en question. Ouais, complètement. C'est vraiment pas un livre que sur les femmes d'extrême droite, c'est plutôt les femmes et le nationalisme et leur place dedans et comment elles naviguent dedans, etc. Et tu t'apprêtes à lancer avec plusieurs collègues un média qui s'appelle Problématique. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, du coup j'avais un média qui s'appelait Mécréante, qui a été créé il y a 5 ans et demi à peu près, qui était un média justement qui servait à vulgariser les notions liées au genre, avec un podcast, avec un blog Mediapart et aussi sur les réseaux sociaux. Et là en fait on est 3 personnes à reprendre les canaux de Mécréante pour en faire vraiment une rédaction collective. Donc il y a Aria Meroni, elle qui vient plutôt du militantisme de terrain et qui est aux invertis aussi, et là qui a écrit un livre pour la découverte sur les stratégie féministe et queer et comment expliquer que face à l'extrême droite, alors que nos mouvements sont forts, on n'arrive pas à les endiguer. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Et il y a aussi Apolline Bazin qui était rédactrice en chef de Manifesto 21, qui est plutôt journaliste culture. Et du coup, on est 3 profils où on se complète assez bien pour les 3 piliers de nos médias, du coup, qui sont savoir, création, action.
Et du coup, c'est un média queer généraliste, donc c'est-à-dire, il y a un prisme queer sur tout, mais on veut parler de pop culture, d'enjeux géopolitiques, d'histoire, etc., et faire de l'analyse de fond. Voilà. Tout ça avec vos lunettes queer. Exactement, c'est le projet. Et ça se lance dans une semaine, là, au moment où sort cet épisode, même moins, puisque du coup, il sort demain. J'avais vu que tu avais mis J-8, donc si mes calculs sont bons, ça sort dans 6 jours, si vous écoutez ce podcast au moment de la sortie. Ouais, c'est ça, dans 5 jours même, je crois. 5 c'est jours. Le 27, mais c'est la campagne Ulule qui sort lundi prochain, Ah, du coup. c'est ça, d'accord. Et normalement, si on arrive à atteindre nos objectifs, le site internet sera prêt pour janvier. Donc voilà, donc la rédaction officielle, elle est censée ouvrir en janvier 2026. D'accord, ok. Voilà, donc ça sert à rien de nous envoyer vos piges tout de suite, mais gardez en tête et participez Calmez-vous, à on sait. Ulule d'abord. Mais donnez-lui de l'argent en D'abord. premier. On sait que vous êtes en dèche, les journalistes indépendants, mais calmez-vous. Je prends les candidatures. Et alors évidemment, retrouvez les liens vers le Ulule et les réseaux en question dans la description de cet épisode. Alors, donc, il s'est passé beaucoup de choses, comme je l'ai dit, depuis 2 semaines. Voilà, il y a beaucoup de trucs. Il y a trop de choses. Un regard de Il y a trop de choses, voilà. Vous l'avez compris dans mon attitude, il y a trop de choses, ok. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans cet épisode, je pense qu'on va prendre un petit peu de hauteur, on va sortir un petit peu de l'actu bien chaude, mais j'ai quand même un petit peu d'actu chaude parce que quand même, voilà, il se passe beaucoup de choses. J'ai une première question pour vous. Est-ce que vous avez vu ce que Emmanuel Macron juge, attention, je le cite, normal sur le plan humain? Quoi? J'ai pas vu. Tu m'as grave regardé en Eh ben, voilà. Même moi qui suis Macron, je sais pas ce qui se passe. Emmanuel Macron, Qu'est-ce qu'il juge normal dans une déclaration, on lui parlait de quelque chose et il a dit qu'il jugeait ça normal sur le plan humain. À votre avis, de quoi on parle? Alors, sur le plan humain, est-ce que c'est un truc philosophique nul du genre douter, se remettre en question? Non. Il est parti là-dessus. Il était interviewé par Philosophie Magazine. Il a dit alors. Moi, dans ma Il a dit grande l'international sera le genre humain, c'est Ouais. normal. c'est normal. La grande cause du quinquennat. Qu'est-ce qu'il peut trouver normal? Je pense que si on Macron, demandait la à Emmanuel, richesse je pense que si Emmanuel Macron on lui demandait de philosopher, on lui demanderait plutôt qu'est-ce que l'audace, J'avoue. et il mettrait juste Moi. vraiment ses actions politiques depuis plusieurs années en disant l'audace c'est ça. Qu'est-ce qu'il trouverait normal sur le plan humain? En fait, c'est sur le plan humain parce Ouais, que pour c'est moi, ça. c'est pas un humain. Tu vois ce que je veux dire? C'est un reptilien. Oula, complot facile. Alors, C'est un tu parles là-dessus. Ok. Non, mais en mode de. Tu vois, l'empathie, c'est pas ce qui caractérise le plus Macron, quoi. Oui, tu vois. mais vraisemblablement, il estime avoir de l'empathie. Il estime avoir de l'empathie. Qu'est-ce qui est normal pour Macron? Je sais pas, dis-nous. L'argent. Donne-nous la solution. Dis-nous. Alors, je vais vous mettre sur la voie. C'est une action qu'il a fait très récemment. Et on lui a posé la question à propos de cette action qu'il a fait vraiment très récemment. C'est vraiment de l'actu chaude. Kidnapper le cornu? Et qu'il a dit c'est normal sur le plan humain. Non, c'est pas de renommer le cornu. C'est pas lié à l'eau cornu, C'est pas lié à le cornu. Ah, ni à Brigitte. C'est pas lié à Brigitte Macron. Ça fait 2 choses déjà qu'on peut mettre sous les radars. Franchement, je Qu'il sais a pas. fait récemment. Mais là, Reconnaître Gaza. reconnaître C'est ça la Palestine. Alors, ma réponse va être terrible. C'est pas du tout ça. Ah merde. C'est le seul truc où je me dis peut-être. Oh là tu là vois, là genre, là, en c'est termes terrible. J'avais même pas d'empathie. pensé à ce que vous proposiez ça. Et du coup, je suis dégoûté de savoir quelle est la vraie réponse. Merde, c'est pas ça? C'est pas C'est pas ça. reconnaître la Palestine? Non, Parce qu'à la c'est même limite, pas ça. en termes d'empathie, humain, c'est normal. C'est vrai que ça aurait pu être ça, mais ce n'est pas ça. C'est un truc raciste. Alors, non, c'est pas un truc raciste. J'adore que tu aies posé cette question. Ouais. Elle avait un peu le regard dans le vide. Un truc raciste. Est-ce que ça parle des entreprises? Non. Ok. Est-ce que ça parle d'argent? Alors, très indirectement. Très mais indirectement, ok. ça va- Sarkozy. Oui. Oh! Il a. Attends, qu'est-ce qu'il a Normal. voulu soutenir Sarko. Il a dit c'est normal. D'une certaine manière. C'est Écoute, normal je te l'accorde, il a reçu Nicolas Sarkozy hier. Ah, et il a dit c'est Au normal. moment Au moment où on enregistre, il est 13h40 et ça fait à peu près 4 heures que Nicolas Sarkozy est un détenu de la prison de la Santé. Apéro. Il a déjà commencé à creuser. Oui, Vous avez vu qu'il a emporté la biographie de Jésus. Mais oui! Et le c'est comte de quoi Monte Cristo. Et Il Monte Cristo. les a En 2 emportés tomes. juste pour
pour dire qu'il les a emportés. Non, mais je grave, pense. il va juste se torcher avec, là, tout ce qui va se passer. Mais oui, il est sûrement en train de creuser. Donc c'était humain pour lui de recevoir. Voilà, il a Sarko. reçu Nicolas Sarkozy hier, donc quelques heures avant son incarcération, et il était en déplacement en Slovénie par la suite. Et un journaliste lui a posé la question, il a répondu « Il était normal sur le plan humain que je reçoive l'un de mes prédécesseurs dans ce contexte. » Il lui a demandé des conseils pour pas finir comme lui. Dis-moi où est-ce que tu as caché les documents. Ils sont quelque part. C'est un jeu de piste dans l'Elysée, en fait. Il faut reconnaître un peu ce qui se passe. Terrible. Est-ce que vous avez vu quelle personnalité a fait le tour des médias pour donner des conseils de prison à Nicolas Sarkozy ? C'est pas le mec de la taxe carbone ? Le mec de... Non. C'est pas... comment il s'est appelé ? Les deux mecs qui ont fait la big arnaque sur la taxe carbone, qui ont eu leur documentaire Netflix, là. Ah non, non, non. Non, c'est vraiment une personnalité qui vraiment a fait, je crois, 2 ou 3 médias. À chaque fois, Balkany ? Oui, tout à fait, Balkany. Ah, notre logique. L'ancien maire de Levallois-Perret. Patrick, du coup, pas Patrick Isabelle. Balkany. Non. Patrick Balkany, il a d'abord fait une interview écrite dans Marianne, où on lui posait des questions sur comment ça devrait se passer pour Nicolas Sarkozy. Si vous aviez des conseils à lui donner, qu'est-ce que vous lui donneriez comme conseil ? Donc, il a dit par exemple que, parce qu'à l'époque, c'était pas encore sûr si Nicolas Sarkozy allait à Fleury-Mérogis ou à la prison de la Santé. Et il se trouve que Patrick Balkany a fait les deux. Donc, il peut faire des comparatifs d'expérience. Voilà, il a pu benchmarker. Et du coup, c'était quoi sa meilleure expérience selon Prison Advisor, selon lui ? Lui, il a dit que Nicolas Sarkozy préférerait Fleury-Mérogis parce qu'en fait, depuis les cellules, on a une vue sur la cour dans laquelle il y a un terrain de foot. Et donc, comme Nicolas Sarkozy est un amateur de foot, il a fait « Nicolas Sarkozy aime le football, alors il aurait pu voir des matchs entre les détenus, c'est plutôt pas mal. » Voilà. Mais en fait, quel journaliste en premier a eu l'idée de dire « on va... » je ne sais pas. Balkany, c'est ça qui je trouve. J'ai pas copié le lien de l'interview, j'ai juste copié l'interview entière dans mon doc. C'est vraiment l'époque de la promotion des pires, vraiment l'époque des salauds, quoi. Genre. Ouais. Mais grave, c'est vraiment les tontons, tu sais, les tontons flingueurs, mais du crime, de la filouterie, tu vois. Genre, c'est ça. Et d'ailleurs, les tontons flingueurs, Balkany est fan des tontons flingueurs. J'ai vu une interview. Du coup, j'ai vu une interview de BFM filmé chez lui où il répondait encore à des trucs sur la prison, sur comment ça se passe quand on est à la prison en tant que politique, etc. Et derrière lui, il y avait des petites figurines des personnages des tontons flingueurs. Et il y avait une autre anecdote sur les tontons flingueurs, c'était lors de son procès, son avocat était Éric Dupond-Moretti. Et en fait, il s'était fait engueuler par son avocat parce qu'en fait, Patrick Balkany, pendant son propre procès pour détournement de fonds publics, n'avait pas éteint son téléphone portable. Et en fait, il avait sonné pendant l'audience. Et sa sonnerie, c'était la petite musique des tontons flingueurs. Oh là là. Je suis tellement étonnée et pas étonnée par cette information. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, je l'intègre, mais je suis vraiment en mode ok, d'accord. Mais tout est lunaire en vrai. Bon, il a quand même dit que la prison de la Santé était plus familiale et plus propre. Plus familiale ? Ouais, plus familiale et plus propre. Et dans cette interview à Marianne, et là, attention, nouvelle devinette, donc dans son conseil à Nicolas Sarkozy, il a dit, on lui pose une question sur les gardiens de prison, et il répond, les gardiens sont professionnels. Ils ne sont tellement pas habitués à voir des stars, genre ? Pas des stars. C'est raciste. C'est pas raciste. Je vois. Non, mais parce qu'ils en sont capables, hein. Oui, tout est de fou. Alors, je pense que c'est un peu raciste. Je pense que c'est un peu raciste, mais c'est aussi d'autres mots en east. Ouais, classiste. Ouais. Des gens distingués, genre un truc Ils comme sont ça. tellement pas habitués à avoir des riches. C'est effectivement des gens, il me manque l'adjectif, c'est pas distingué. Des honnêtes gens. Non. Des honnêtes gens. C'est pas si loin. Ouais. Mais c'est pire, à mes yeux. Ouais, c'est pas des gens civilisés. Non, mais bon, on est dans la vibe. Pour lui, c'est ça que ça veut dire. Des gens courtois. Ouais, je pensais à ça aussi. Élégants. Je ne sais pas. Tous ces mots avec Balkany derrière. Oui, c'est ça. En fait, c'est que ça va pas dans le contexte, tu vois. Non, je sais pas. Non, c'est... Alors, je vais vous le dire.
des gens normaux. Ah, Oh waouh. purée. C'est vrai qu'il est vraiment normal, Balkany. Je le vois, je suis là, ouais, normalité. Bah, tu savais pas que la normalité, d'ailleurs la norme, c'est Balkany. Et Oh là là. si tu t'éloignes de, plus tu t'éloignes de Balkany, moins t'es dans la norme. Au On final. est tous et toutes plus ou moins des dérivés de Balkany qui représentent le centre. Non, mais ça veut dire qu'on partage quand même un espace social avec Balkany. Moi, je trouve ça fou en fait. Balkany est notre On a- ancêtre commun. On Non, a mais- tous quelque chose en nous de Balkany. Mais tu sais qu'à chaque fois que j'avais une période, je travaillais à 20 minutes, le journal gratuit du métro, qui est maintenant que sur Bien le web. sûr. Et à l'époque, les bureaux étaient à Levallois-Perret. Et chaque fois que j'allais à Levallois-Perret, je sortais du métro et je me disais, c'est la ville de Balkany. Et genre vraiment, ça restait dans ma tête. Et les pubs municipales dans Levallois-Perret, elles sont balkanesques. Même si Balkany n'est plus là. Ouais. Genre, il y a encore des trucs, je me rappelle pour la période de Noël, des grandes affiches avec, il y avait des cadeaux qui étaient offerts aux retraités de la ville. Ah, mais ça, bien Encore sûr. aujourd'hui, des cadeaux Bien qui sûr. sont beaucoup moins coûteux, je pense, qu'à l'époque Balkany. Mais genre, les personnes âgées étaient invitées à venir récupérer leur dû de Noël, quoi. Pareil pour les enfants, il y avait des cartables préfets avec les fournitures, et tu sais, genre bleu pour les garçons, rose pour les filles et tout. Bien sûr. Of course. Et vraiment, tu sais, je passais devant les affiches, je me disais, waouh, genre, c'est un écosystème, quoi, le Levallois-Perret. Les municipalités, de toute façon, c'est vraiment des laboratoires politiques, mais pour pour tous les Tous les champs, mouvements, pour tous les oui, champs oui, de politiques, les villes qui sont dirigées par une équipe municipale et a fortiori par un ou une maire très très médiatique, très présent, ça se voit, quoi. Moi, j'habite à Montreuil, qui est une ville de gauche. Je vais pas dire non, notre journal local, le journal municipal, il est neutre. Il est drôle, le Montreuillois. Tu le lis ou pas? Ah oui, je le Parce que lis. moi, j'habite oui. à Montreuil aussi. Ah bah Mais moi, c'est ma passion de lire le Montreuillois. Bah moi j'aime bien. Hein, C'est drôle. Hein. C'est marrant. c'est drôle. Moi, je trouve ça rigolo, le Ah ouais Montreuillois. En fait, c'est très... waouh, regardez comme on est une ville hyper progressiste. Mais c'est ça Et le genre, truc. il y a plein de trucs, t'es trop contente, tu vois. Alors, moi, je suis très contente d'habiter là et du coup, il y a plein d'initiatives. Des fois, je suis sur mon canapé, on dirait une vieille mamie, tu vois. Je suis en mode, oh, t'as vu qu'il y a des cours gratuits de yoga voilà, au parc le dimanche. Mais ça, c'est le genre de. Tu vois, c'est ce genre de ville. Tout le journal, tu vois tout ce qui est proposé gratuitement C'est ça, partout. de Tu fou. fais, c'est génial, je suis trop content de vivre dans cette ville. Tu ne les fais pas, Non, les choses. c'est ça. Mais, Mais tu te dis, ça existe, je suis bien. je sais pas où t'habites, toi, Léon, mais t'as un journal local genre, Je suis à Aubervilliers et du coup la mairie est passée à droite. Ah, oui, merde. oui, c'est vrai. Et ouais. du coup, oui, il y a un journal, mais c'est genre, elle est vraiment en mode mère du peuple, tu vois. Et d'ailleurs, ça me faisait trop rire parce qu'elle a fait, pour les rentrées scolaires, elle fait souvent des pubs publicitaires avec sa tête dessus. Pourquoi avec elle sa est, tête dessus? mais je sais pas, où elle est en mode, tu sais, elle est à la sortie de l'école, en mode elle tapote la tête des enfants qui sont tous blancs, tu vois, et qui sont que des filles, tu vois, et t'es vraiment en mode ok. Pour dire genre bonne rentrée Ouais, à tout le mes, monde. mes petites têtes blondes, parce qu'il y a que des têtes blondes à Aubervilliers, c'est bien connu. Voilà, mais oui, c'est du coup, ouais, non, c'est pas hyper cool niveau municipalité. Ouais, tu m'étonnes. Voilà. Puis ça a un petit peu bougé quand il y a eu les JO, parce que pour les invités, il fallait refaire les trottoirs. On a eu des bancs, des poubelles, des feux rouges, des passages piétons. Voilà. Et puis après, tu vois, ils avaient même bétonné et tout. Et en fait, ils ont oublié de bétonner une partie. Et après, comme les JO étaient passés, ils sont revenus bétonner vraiment 2 ans après quand on commençait à parler des municipales. Mais tu vois, tout est comme ça au Aubervilliers. C'est c'est vraiment... dans 6 mois les municipales. C'est il faudra qu'on vraiment, s'en ouais. occupe. Tu sens que rien n'est fait pour toi, tu vois. Même la piscine d'entraînement pour les JO olympiques, en gros, donc du coup, juste une piscine pour un seul entraînement des water polo. Elle a été rendue finie, inaugurée en janvier, avant les JO. Ouais. Et du coup, ils l'ont évidemment pas ouvert au public, alors qu'on rappelle Parce que qu'en c'est juste fait, elle un n'était an. pas finie. Mais si, C'est elle ça, le était truc. finie, mais Non, il mais fallait est-ce pas qu'elle que les était- banlieusards oui, salissent le ouais. pédiluve, tu vois. Et ensuite, ils avaient rien prévu pour l'après. Donc, elle a ouvert un an après, tu vois. Mais c'est une dingue. Ouais. Et le premier mois, on n'a pas payé parce qu'ils avaient même pas mis la caisse et tout, tu vois. Et tout est comme ça. Enfin, on te fait bien comprendre que surtout, c'est pas pour toi, tu vois. Genre... Et en plus, ils ont rasé Et une partie l'accès des se jardins fait- ouvriers pour ça. L'accès Oui, se fait c'est depuis vrai. une immense passerelle qui va jusqu'au 16e aussi. Tu peux rentrer par là. Non, mais c'est une dinguerie. Enfin, Ouais, donc Je suis Aubervilliers, ouais, vivement que ça bouge.
Tu penses que ça va bouger? Oui, parce qu'en fait, c'est les listes de gauche qui sont trop divisées et du coup, c'est passé à droite. Mais sinon, tu vois, moi, ça vote à 80% Et LFI, puis, quoi. il y avait aussi le contexte des dernières municipales qui étaient en plein maxi-Covid de ouf. C'est vrai, j'avais et zappé du coup, ça. il y a beaucoup de personnes précaires, en fait, qui ne sont... Qui ont pas pu aller voter, en fait. Qui sont moins investis sur ce genre d'élections, mais qui en plus, dans le contexte-là, c'était sorti vraiment de la tête des gens. Faut vraiment rappeler ça, c'est que les élections municipales, on confinait genre une semaine après. Et le premier tour. Et ensuite, il y a eu... alors, Oui, je sais pas si... Il y a eu tout des bisbilles pour le deuxième tour et tout. Oui, ça a parce été que le trop premier galère. tour s'est fait en mars, et le deuxième tour s'est fait en juin. Oui. Non, mais Donc, c'était absurde. Vraiment 3-4 mois après, une fois le confinement passé, il y a plein de gens qui avaient totalement pas la tête à ça. Bien sûr. Et si on a confiné le 17 mars en 2020, c'était vraiment pour pouvoir, une semaine avant, faire quand même le premier tour des élections municipales coûte que coûte. Et il y a eu une participation, mais vraiment super basse à ces élections, qui a profité pas mal, notamment dans certaines villes qui ont pu basculer à droite, alors que c'est théoriquement des électorats assez populaires. Ouais. Ou rester à droite alors que c'est des villes qui auraient pu, Oui, où il y oui. avait eu un travail militant. Oui, parce qu'il aussi, y avait déjà eu aux précédentes municipales en 2014 des villes, historiquement, surtout les villes socialistes, qui étaient passées à droite à cause du rejet de Hollande, en fait. Ouais. Hollande était tellement impopulaire que les gens, en fait, ont voté contre Hollande au municipal. Oui, mais de toute façon, les municipales, ça profite toujours au parti adverse de celui qui est au pouvoir, quoi, à l'opposition, pardon. Ouais. Ah, mais de ouf. Et Balkany, j'avais noté ça aussi. Oublié. Oui, on est venu sur ce sujet via Balkany, qui est toujours au centre de tout, on le rappelle, c'est pour ça. Il compte présenter une liste pour les municipales à Levallois. Pour l'instant, il est toujours inéligible. Mais oui, c'est ça, c'est qu'il n'a pas le droit. Voilà. Il n'a pas le droit de se représenter, mais en fait, voilà ce qu'il a annoncé. En gros, soit il va essayer de déposer un recours pour faire sauter son inéligibilité. Et soit ça passe, et du coup, il se représente en 2026, aux municipales, qui ont lieu en mars, je pense. Soit ça passe pas, et il présentera quand même lui, parce qu'il déteste l'équipe municipale actuelle de Levallois. C'est vraiment ses ennemis internes qui maintenant dirigent, il les hait. Et en fait, il va présenter une liste, c'est-à-dire qu'il ne figurera pas sur la liste, mais ce sera en mode... je suis Balkany, je vous présente les cette liste. soutiens et les potes de Balkany. Quoi. Le ou la maire, ce sera quelqu'un, etc. Mais en fait, il sera dans le... c'est lui voilà, qui il sera là tout le temps. Voilà, c'est lui mais assumé. Il a dit, non, mais il n'y a pas ma tête sur l'affiche, mais c'est moi qui tire les fichettes. D'ailleurs, je ne sais pas s'il peut avoir quand même sa tête sur l'affiche, même s'il n'est pas candidat. Je ne sais pas quelles sont les règles là-dessus. Je sais pas du tout, mais c'est ouf de se dire que, ok, sujet très dark, un jour, Balkany va mourir. Et que... Non, mais en fait... Réel. Non, mais c'est vrai, et qui, tu vois, il est de plus en plus vieux. Et en fait, je me pose toujours la question de genre, comment on va le présenter médiatiquement quand il va clams, en fait. On s'est beaucoup posé la question avec Jean-Marie Le Pen, et on a bien vu que c'était quand même... Mais c'est ça, et moi j'ai trop peur du truc où il soit en mode, on présente Balkany comme... il a détourné des fonds publics, mais il était rigolé quand même, tu vois, genre que c'était un peu un espèce de, je sais pas, de personnage. Mais c'est sûr qu'ils vont faire ça. Hein. Tu sais, si ça s'est pas passé si différemment que ça pour Jean-Marie Le Pen, à mon avis, pour Balkany, il y a pas de souci. Hein. Ça va surtout présenter l'animal politique. Oui, l'animal politique. Enfin voilà. Bref, Sarkozy est en prison. Et ça fait plaisir. Est-ce que vous avez vu l'action des invertis ce matin aussi Ils ont fait quoi ? Je l'ai vu via toi sur Instagram. Ouais, bah elles sont allées se mettre dans le rassemblement et les troller. Soutien, genre ouais. À 8h30 du matin là, et les troller. Un faux truc de soutien avec vraiment un nombre abusé de pancartes. Ah, c'est drôle. Ouais. Avec des pancartes trolls, genre. Oui. Genre merci Bolloré. C'était quoi il y avait quoi d'autre Il y en a plein. Merci Bolloré, c'est drôle. Il scandait la justice au Karcher. Ça, c'est très rigolo. La justice au Karcher. Et apparemment, ils scandaient tous. Les autres, ils ont pas capté au début. Tu vois, quand ils ont c'est ça qui est génial. C'est que t'avais plein de petits vieux qui étaient venus soutenir Nicolas Sarkozy. Quand ils scandent la justice au Karcher, t'en as certains qui étaient là, qui tapaient des mains, et qui se retournaient, qui étaient un peu en mode...
Attendez. Attendez, le temps que ça monte au cerveau et que tu réalises un petit peu le truc. Mais c'est hyper marrant. Mais Ouais. c'est trop drôle d'avoir fait ça, j'adore. T'avais les affiches, Il y avait prolos. les pauvres en prison, les riches à Matignon, je sais plus. un Ouais, truc les comme prolos ça. en prison, Voilà. les mafieux à Matignon. Ah oui. Ah, incroyable. Sarkozy, t'es trop mimi. Moins de bonnettes, plus de mallettes. Ça, Mais vraiment, les invertis, mais Trop qu'est-ce drôle. que je les aime, purée, mais on veut des actions comme ça. Le merci, Corruption égale résistance. Non, c'est trop drôle. le merci Bolloré avec un cœur, il est incroyable. Vraiment, Ouais. genre, j'adore. Bravo les invertis. Ouais. Sur un tout autre sujet, est-ce que vous avez vu quelle personnalité politique joue en ce moment un spectacle de stand-up ? Bah, Dupond-Moretti, non ? Ouais. Non, Oui, il y a eu lui, ouais. c'est vrai. Ouais, mais non, vraiment un spectacle de stand-up genre humour. Jean Lassalle. Oui. J'ai vu les extraits sur TikTok. Et oui. Alors, J'ai vu des extraits sur TikTok. j'ai pas très bien préparé mon émission, je n'ai pas vu les extraits. C'est pas Mais je drôle. crois que j'ai pas très envie de voir les extraits. Je crois que c'est Sud-Ouest qui ont fait un espèce de petit TikTok pour dire Ah oui. et maintenant il se lance sur les planches, voilà, pour parler. Je crois que en fait il parle de son expérience de maire, si j'ai bien Oui, compris. voilà, il raconte Pas son... trop de candidats, Ouais. enfin plus vraiment de l'aspect local quoi. Et j'ai juste une image de lui à moitié accroupi en train de faire genre il enlève son pantalon. Voilà. J'enlève mon pantalon. Voilà, c'est à peu près l'image que j'en ai quoi. Mais oui. Et je sais j'ai pas. vu ça. Alors, j'ai même pas fait attention sur si c'était à Paris ou pas. Non, je crois Mais- pas. Hein. Ah, c'est pas à Je Paris, crois qu'il genre le dans le joue à. sud-ouest, ouais. Je crois qu'il le joue à Bordeaux et à Pau. Un truc Ah oui, comme oui, ça. ok, ouais. Un territoire conquis. Oh, Bordeaux, c'est un peu loin quand même. Bah, j'avoue, c'est un peu long. Il va mais y avoir je crois vraiment à Pau, j'en tellement sais. d'étudiants d'écoles de commerce qui vont y aller en mode ah, lui, c'est un déconneur. Pas que des écoles d'ingé aussi, Oui. des gens de Sciences Po. Il y aura des gens, je pense malheureusement, qui iront voir et qui prendront leur selfie avec Jean Lassalle. Mais j'ai fait mes études Il y avec aura des gens pour gens. avec le petit-fils de Jean Lassalle. Voilà, fun fact. Ok. Est-ce qu'il était sympa? Oui, enfin, pas méchant. Pas méchant, on n'est jamais devenus proches, mais j'ai appris ça à la fin de ma scolarité, que c'était quelqu'un qui gravitait, j'avais jamais trop fait gaffe, quoi. Avant les présidentielles, en fait, avant que Jean Lassalle un peu émerge en 2016-2017, et j'ai fini mes études en 2018, donc mais j'ai appris, et je crois que j'avais fait une interview de lui à l'époque où je faisais la radio étudiante. On l'avait invité, ça n'avait aucun sens, juste parce que c'était genre le petit-fils de Jean Lassalle. Sachez que c'est à Paris en ce moment. Mais non. Si, il est en résidence au théâtre de la Tour Eiffel. Est-ce qu'on peut avoir des passe-presse, tu penses? Je lance un appel. Hein. Aux attachés de presse. Il joue pas ce soir, donc je suis désolé, mais par contre, dès jeudi, vous pourrez le retrouver au théâtre de la Tour Eiffel. Et je suis sur le site donc, de son spectacle qui s'appelle Jean dans la salle. J'ai envie de crever. Juste énorme. Au fil du spectacle, Jean Lassalle évoque son premier enterrement en tant que maire, Histoire connue, ça. le jour où il a dû repasser son permis de conduire. Il avait déjà fait plus ou moins ce sketch à l'Assemblée une fois. Sa participation dans les chœurs de l'Armée Rouge au Bolchoï. L'incroyable histoire de la vache et du député. Lourdes et les Québécoises. On n'en saura pas plus. Il faut aller voir le spectacle si vous On voulez dirait savoir. vraiment le début d'une très mauvaise blague misogyne. Lourde et les Québécoises. Lourdes et les Québécoises. J'espère qu'il n'y a rien sur Betaram, parce que moi, c'est aussi dans la région. Hein. J'avoue. Très local. Et le fin de la liste, le passage à niveau et le salsifis. Ça fait rêver. Vraiment. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous ai même donné C'est les cher, infos les pour y places aller. ou pas Hein, donc. Ah, très bonne question. Très bonne question. Est-ce qu'il se fait un peu de marge? Après, je me Ah rends bah, pas je compte à pense. combien ça coûte la production d'un one-man show, mais... Alors quand même, déjà, avoir je sais pas. louer une salle et tout. Je sais pas ce théâtre de la Tour Eiffel à quoi il ressemble. Déjà, Il a j'en un ai nom très prestigieux, jamais mais ça veut pas entendu dire qu'il parler. est grand. Mais- Alors, Est-ce que tu vas souvent rive droite? Non. Attends, à part quand je rive droite ou rive gauche? c'est pas un théâtre très grand. Quelle est la rive? Est-ce qu'on considère que la scène c'est au milieu et Ah que oui, du non. coup... Non, rive gauche, c'est en bas. Oui, rive gauche, c'est les Bourges. Ouais, non. Est-ce que tu vas souvent rive gauche? Jamais. Mais j'y vais que quand je dois aller à la maison de radio. Ah oui, bah, pareil. Attends, mais c'est sur quelle rive? Ah, c'est peut-être rive droite. Hein. Ben... C'est en haut de la scène.
Je sais C'est à pas. côté de la Statue de la Liberté, là. Mais C'est chez les riches, la maison C'est de la radio. Trocadéro à côté. Enfin. Ouais. C'est chez les riches, la maison de Après, la ça radio. veut pas dire, ça veut rien dire. Hein. Le 16e, c'est rive droite. Hein. Oui, c'est vrai. Enfin, Le je sais 13e, plus parce que la scène a fait un truc bizarre. Bref. Ça. De toute façon, moi, je coupe Paris en deux. Tout ce qui est à l'ouest, je n'y vais jamais. Voilà, comme ça, c'est dit. J'avoue que je vais pas souvent dans ces quartiers-là. Et je veux avoir une place. Voilà, si je veux Si je veux une place. si je veux cette place-là, comment En ça carré marche? or pour aller voir Jean dans la salle. Oh, il reste plus que 3 places hein, pour C'est vrai après-demain, hein, donc Putain, mais attends, mais s'il faut, ça va devenir un géant de l'humour. Et on n'aurait pas vu ça venir, quoi. Bientôt sur Netflix. T'imagines le, ah voilà. le spectacle Jean dans la salle sur Netflix? C'est à partir de 30 € et jusqu'à 45 € en catégorie or. Ah, C'est quand cher. même. Ce qui n'est pas si cher, mais ce qui n'est pas non plus un concert à Bercy. Hein. Ouais, C'est bien un sûr. one-man show d'1 heure dans un théâtre pas très grand. Moi, je trouve ça un peu cher. Ouais, je trouve ça un peu cher pour. Oui, c'est cher. Bah, c'est parce que c'est Jean la salle, quoi. C'est genre la salle. Et c'est le théâtre de la Tour Eiffel. Je suis sûre qu'il doit trop kiffer se faire prendre en photo à la fin, tu sais. Genre signer des autographes, Oui, faire des faire selfies. des selfies et tout. Je suis sûre que c'est trop la vibe, trop cette vibe-là. La vibe, la salle. Mm. On va parler de vos 2 livres. Et moi, ce que j'avais envie de faire pour cet épisode, c'était de lire un petit peu l'actualité au travers de ces 2 livres et des Mhm. thèmes que ça évoque. Et la première question qui est posée à vous deux, mais qui est posée à vous deux, en fait. Ça s'inscrit dans vos 2 livres respectifs. Tous les petits chamboulements qu'il y a eu récemment dans le gouvernement, à savoir les nominations de gouvernement, les censures et le fait, en tout cas, qu'à cause de l'actualité politique, il y a dû avoir des remaniements, et notamment le dernier gros coup de remaniement qui a été le gouvernement éphémère dans lequel il y a eu Bruno Retailleau qui claque la porte en disant « j'étais pas au courant qu'il y avait Bruno Le Maire », etc. etc. Je voulais savoir, qu'est-ce que vous inspirait cette séquence d'un point de vue masculinisme non mais attends, non mais vraiment parce qu'en fait j'ai vu une petite bataille, une petite guéguerre vraiment où les hommes se lançaient des piques, à la fois les hommes complotaient mais entre eux pour former des coalitions, etc. J'ai eu l'impression de voir que des hommes fabriquer cette espèce d'alliance, c'est-à-dire que on avait à la fois donc le Cornu qui avait pris la place de Bayrou, qui s'entretient avec Olivier Faure, qui s'entretient avec Laurent Wauquiez, qui s'entretient et Bruno Retailleau, mais Bruno Retailleau il veut pas entendre parler de Bruno Le Maire, etc. Trop de Bruno dans cette Trop histoire. de Bruno. Déjà trop de Bruno, déjà de base. Et les seules meufs qui ont été reçues et qui ont parlé, j'ai l'impression que c'est celles qui s'en sont pris le plus plein la gueule sur les réseaux sociaux aussi. Enfin, je pense à Marine Tondelier, tu vois, par exemple, qui je suis pas forcément d'accord politiquement, mais j'ai l'impression qu'elle a été un peu passée à la trappe, tu vois, dans les négociations aussi de on l'a mis là, mais on s'en tape en fait de son avis, tu vois. Ouais. Genre, mais moi j'avais l'impression que c'était beaucoup une affaire d'hommes, mais j'ai la sensation que tous les remaniements c'est beaucoup des affaires de masculinité en fait. Est-ce que c'est du masculinisme? Je sais pas, mais en tout cas ça se joue dans des conquêtes de pouvoir et dans qui va prendre le pouvoir sur l'autre et qui va impressionner la galerie par rapport à un autre, et les hommes se comparent entre eux. Et c'est vraiment, sans mauvais jeu de mots, un concours de qui est la plus grosse, quoi, mais en termes de pouvoir. Donc, moi, je suis pas très étonnée par cette situation-là, même si elle me dépe un peu, mais c'est le truc de pouvoir politique. Et je sais que toi, Adrienne, t'as grave travaillé là-dessus aussi, sur les hommes hétéros sont-ils vraiment sur les dynamiques en fait, de pouvoir dans la masculinité, quoi. Donc, je sais pas, moi, j'ai un peu cette sensation étrange que ça chouine et ça ouin sur un truc de les mecs entre eux, quoi. Mais surtout que moi, je trouve aussi que ça passe. Parce que imagine, c'était c'est que clair. des meufs qui faisaient ça, genre crépage de chignon, Mais hystérique, de fou. instable, incapable de garder un cap clair, inconstante, non, t'imagines? Mais tu vois, par exemple, quand Tondelier, elle est sortie et qu'elle a fait... ce truc m'a un peu perturbée, tu vois. Elle est sortie et qu'elle a parlé devant les journalistes en disant... qu'elle était très mécontente, que tu vois, la réunion s'était pas bien passée, qu'elle avait l'impression que tous les possibles accords qui auraient pu être faits
ont été passés à la trappe et tout, les commentaires politiques et les commentaires sur les réseaux sociaux, c'était voilà, c'est celle qui se plaint tout le temps, celle qui râle, et il y avait tout ce que tu disais, l'espèce de truc de rabat-joie, de râleuse, d'hystérique, voilà. Alors qu'on vient pas dire ça de Olivier Faure. Enfin, tu vois, ou pas, c'est pas les mêmes qualificatifs en tout cas. Ouais, clairement. Mais sur les électeurs, par contre, j'étais assez choquée de voir dans les sondages, un peu les sondages, ça vaut ce que ça vaut, mais que Retailleau, faut dire Retailleau, c'est ça? Parce que je dis tout le temps Retailleau. Tu dis Retailleau? C'est Retailleau. Ouais. Je sais pas pourquoi je veux. On peut dire Retailleau. Je vais tous écorcher leur nom. Non, mais Retailleau est le candidat favori pour les femmes. Avec le plus gros gender gap. Ouais. Ah ouais, le plus populaire chez les meufs. Bon, après, pas toutes, surtout des femmes âgées et tout, mais quand même, c'est choquant, non? C'est un sondage qui a été fait en Vendée ou... Non, c'est un Dans vrai le 16e truc. arrondissement. C'est un vrai truc. J'étais quand même en mode... c'est quoi les raisons pour je me demande. Je pense que... franchement, je sais pas, je pourrais pas m'avancer, parce qu'à mon avis, il faut faire vraiment une étude. Je pense, avant tout. Non. Est-ce qu'il y a un truc un peu de... je pense genre... d'autorité, enfin pas d'autorité, que lui dégage une autorité, mais que il soit dans un truc de vouloir rétablir l'ordre et l'autorité, et qu'il y a un côté rassurant là-dedans, je sais pas. Mais en fait, ça vaut pas pour les meufs. Peut-être le côté cato aussi. Bon père de famille, genre. Ouais. Ouais. Ah, c'est complètement ça. Hein. Il a repris la place de François Fillon dans le spectre politique actuel. Ouais. C'est son équivalent. Ouais. Mais même, d'ailleurs, je pense que François droitier, Fillon même. était assez populaire chez les femmes aussi. De fou. De fou. Bah, en 2017, c'était assez impressionnant. Même après les affaires, avec Pénélope Fillon et tout, il avait beaucoup de supporters et de supportrices qui étaient en mode non, mais il l'a fait pour sa femme, c'est un peu romantique. Et j'avais trouvé ça un peu drôle, comme je sais pas, j'ai des souvenirs de ça, mais ça date un peu. Mais ouais, je pense un peu Retailleau, Fillon like, mais je suis assez d'accord avec le côté cato, homme droit, Charlie Ingalls vibe en fait. L'enfer. moi, je comprends pas, parce que genre, je suis vraiment en mode Retailleau, il fait peur. Genre, c'est vraiment mort. Ah, de fou. Ouais, il est terrifiant. Il a une tête de... Allez, c'est parti, le physique, on y va direct. Non, mais il a une tête de méchant dans un film, tu vois. Dans un James Bond. Une sorte de notaire, vraiment dark notaire, quoi. C'est ça qui me fait penser à Retailleau. Tu vois l'espèce de critique gastronomique qu'il y a dans Ratatouille à la fin. Ah bah oui, complètement. Qui à la fin se révèle être gentil. Un peu un croque-mort. Mais Retailleau, c'est le méchant. Mais moi, il me fait grave penser à ce mec-là avec ses petites lunettes là. Je crois que j'ai déjà vu des gens faire ce parallèle aussi. Je suis pas étonnée. Non, mais il est encore plus dark. Il fait vraiment... très dark. Mais nous, on a passé 2 ans à lutter contre son truc. En fait, il voulait mettre l'extrême droite dans toutes les manifestations, pour commencer féministe, ensuite LGBT, et après tout. Et du coup, il avait déployé le fait, un espèce de truc où, en gros, Némésis... Némésis, Eros et tout, enfin en gros tous les groupuscules identitaires avaient à chaque fois des CRS qui venaient les escorter pour les faire rentrer de force dans les manifestations, même si les orgas veulent pas. Et on a dû batailler jusqu'à la Pride. Du coup, on a réussi à faire plier la préfecture, mais alors ça a été vraiment... on a réussi à enflammer tout le débat médiatique et tout. Et il a fallu que ça passe absolument sur toutes les télés, tous les trucs. Et, c'était vraiment ouf qu'on ait réussi à retourner le débat. Il faut parler leur langue, faut dire risque de trouble à l'ordre public. Non, mais c'est ouf en fait que ce soit normalisé, tu vois, que ces personnes-là se disent oui, on va venir en manif, tu vois. Enfin, je trouve ça fou. Et beau job d'avoir réussi à les faire plier. Mais c'est vrai qu'avant la Pride, je me rappelle que c'était un truc qui était mouvant comme discussion, quoi. Et on trouvait ça fou. Moi, j'avais super peur en allant à la Pride cette année, tu vois. Ouais, c'est fou alors qu'ils sont 2, quoi. C'est ça le pire. Mais c'est ça, c'est qu'ils sont... mais vraiment, ils sont 2 avec des vieilles pancartes un peu nulles et... À chaque fois que je vois des trucs de Némésis qui font des coups médiatiques dans les manifs... Elles sont 5, elles sont 5 ou 6, et surtout, c'est vraiment à chaque fois, je reconnais les visages...
Bah, t'as Évidemment, toujours, il y a toujours la plus connue, Alice Cordier. Mm. Les autres, j'ai pas leur nom, mais je vois à chaque fois, je fais oui, d'accord, c'est Oui, encore elle. t'en as 2-3 qui sont un petit peu connus sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai que c'est globalement. Puis elles savent très bien, enfin, tu t'y connais mieux que moi, mais elles savent très bien ce qu'elles font aussi, quoi. Elles savent très bien quand est-ce qu'elles débarquent, comment elles débarquent, avec quels moyens d'action. Et Ouais. C'est la seule sortie de l'année du 16e, donc Mais c'est clair. c'est un événement. Hein. Ouh là là, on a pris la ligne 8 au jusqu'à République. C'était fou. Comme avec leur truc de collant dans le métro, là. T'as vu ça? Ouais. Mais en plus, c'est du dropshipping. Hein. Mais oui. Des collants bleu, blanc, rouge. Ouais, elles Non, mais ont avec- fait une vraiment campagne, le truc de dropshipping, et j'étais là, j'adore Internet. Genre vraiment que les gens soient Attends, capables... mais il faut donner du contexte là. Oui, parce que- pardon. Contexte. Nemesis, elles ont fait une collaboration commerciale, on pourrait dire? Un partenariat? Ouais. Ah, Ouais, je croyais que c'était vraiment juste un Ah non, il y shooting avait un, photo. il y Non, avait non. un code promo. Ah Pour avoir des collants du coup de couleur bleu, blanc, rouge. Et c'est quoi le nom de la marque? D'accord. Le nom, Ah c'est ouais, un nom d'accord, de c'est con. bien en pire plus. ce que je C'est pensais. un nom de con, vraiment. Bah genre, oui, en plus c'est pour les cons parce que c'est vraiment du dropshipping. T'achètes un truc super. Mais bon. Et donc elles font leur espèce de photoshoot, mais genre dans le métro, quoi. Ouais, Et sur le quai, ouais. Déjà, ce qui est interdit, parce qu'il y a un truc à la RATP de si c'est pour un truc commercial, il faut que tu demandes une autorisation de tournage, blablabla. Donc déjà, elles sont fait... Parce qu'en plus, elles étaient dans le métro avec leurs vieux collants, là, avec des drapeaux de la France, avec une espèce d'esthétique collabo Vichy Ouais, c'est années affreux. 30, là, Ouais. avec leurs petits bérets et tout. Et donc, du coup, elles l'ont mis sur Twitter. Et du coup, il y a tout le monde qui sont venus leur rattraper la veste pour leur dire en fait, vous n'avez pas le droit à code de la RATP. Et il y a des internautes qui ont cherché, qui ont découvert que les collants, c'était du dropshipping. Incroyable. Et ça fait plaisir. Voilà. Ça fait plaisir. Non, mais moi, ça m'a fait kiffer. Comme le bannissement des comptes Insta des trois, là. Ouais. Ouais. Ça, c'est récent, ça Dimanche. Moi, Ouais, ça m'a dimanche. régalé mon Ok. dimanche. Dora Muto, Alice d'accord, ok, Cordier celle-là. et Nemesis. Ah ont oui, sauté, ok, ouais. ok. Et Féméliste. Ah, et Feminist Media. Ah oui. Ouais. Et ça, quel plaisir. Vraiment. Moi, j'ai dégusté mon dimanche, hein, vraiment, parce qu'elles étaient très vénères, en fait, elles étaient très vénères sur Twitter, à se dire la censure, que Meta était à la solde des LGBT de l'extrême. Aïe, 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 Gauche. aïe, aïe. C'est bien connu. Et genre, vraiment, s'il y a bien un truc où tu peux pas dire que c'est à la solde de l'extrême gauche et Là, non, là. des féministes wokistes LGBT, c'est bien Meta ou c'est bien Twitter, quoi. Enfin, Le patron de Meta a donné de l'argent à Donald Trump. Là, Donald Trump est en train de détruire toute une aile de la Maison Blanche, là, en ce moment. ah ouais? Ouais, parce qu'en fait, il fait de la en rénovation. fait, il rêve d'une immense salle de bal complètement dorée, complètement kitsch, horrible. Et du coup, il a fait péter des morceaux de la Maison Blanche pour reconstruire tout à 100%. C'est pris pour Marc M ou quoi? Je- T'as la ref ou pas? Oui, j'ai la ref, oui. De comment ça s'appelait cette Tous émission? ensemble. Tous ensemble. Mais oui. Oui, oui, oui. Il ne devait pas y avoir C'est Marc très M pour drôle. faire les travaux. De faire une parodie de ça. Il arrive dans la Maison Blanche. Oh, mais ça va pas du tout. Ça va pas du Oh, aïe, aïe, Qui aïe, c'est aïe, qui a aïe, fait aïe, ces aïe, travaux? mais il y a Les tout à refaire. Il y a tout à refaire. Aïe, aïe, aïe. Vraiment, les replays de Tous ensemble, c'est un de mes guilty pleasures, j'avoue. Je voulais revenir sur la première question que j'avais posée parce que je voulais compléter parce qu'il y a un truc sur ce sujet-là qui m'a beaucoup marqué ces dernières années et que Macron fait un peu depuis le début, mais il le fait de plus en plus et d'autant plus maintenant qu'il a plus depuis quelques années qu'il a plus de majorité, c'est qu'il adore faire des rendez-vous, enfin des rencontres de négociation plutôt que de laisser faire le processus législatif, le processus normal en fait de comment fonctionnent nos institutions. Et voilà, je voulais juste ajouter, il y a ça aussi, il y a cette façon rencontre d'homme à homme. Voilà un petit peu, cette façon de pratiquer le pouvoir qui est, non, mais on va pas faire des grands trucs, c'est un peu, ça emmerde tout le monde. Les débats à l'Assemblée, les commissions, les amendements et tout, ça emmerde tout le monde. On va se retrouver, on va faire les rencontres de tel truc. Je vais recevoir Olivier Faure autour d'un petit whisky. Je vais recevoir machin. Et c'est comme ça qu'on va faire des négociations.
Et les médias ont vachement emboîté le pas de cette stratégie en accusant aussi la gauche, là, depuis les dernières législatives et principalement depuis les dernières législatives, depuis un an. De pas faire ça, de pas y aller, de pas aller à ça en gros. De pas y aller, ou d'y aller, mais de pas réussir à trouver un accord. Et la gauche qui est en mode, non, mais en fait, il y a trop de il y a l'Assemblée, on peut, si on veut trouver un accord, on va le fabriquer naturellement au rythme des votes et des trucs comme ça. Et ils se disent, ah non, mais vous avez refusé d'aller aux rencontres. Il vous a invité à l'Élysée pour négocier, pour voir quels étaient les points d'accord, les points de machin. Et je trouve qu'il y a aussi cette mentalité-là d'exercer le pouvoir où Emmanuel Macron, en fait, trouve ça insupportable de ne pas être au centre de tout et d'avoir ce côté un petit peu de domination, de je te reçois dans mon palais et là on discute dans ce cadre. Et c'est moi qui décide quand est-ce qu'on a cette discussion et comment elle va se passer, quoi. Ouais, mais c'est aussi un truc très néolibéral, le côté on va faire une journée de travail, on va en discuter, je vais recueillir ce que vous voulez dire, alors qu'en fait tu sais très bien que les jeux sont truqués dès le départ et qu'en fait tu viens, on te fait faire blablabla juste pour la com, pour dire regardez on a reçu, regardez on a consulté, regardez. Et lui c'est ce qu'il a fait sur ses 2 mandats. À chaque fois quand il y avait par exemple des mobilisations populaires, il disait on va faire de la mobilisation citoyenne et les gens vont travailler sur un rapport et dans 6 mois ils vont nous donner un rapport et je vais consulter les rapports, et puis il prenait le rapport, il le foutait à la poubelle et il fait tout le temps ça. Ce qu'il a fait avec les 150 propositions du comment ça s'appelait ? C'était pas le RIC ? Non, pas le RIC. Le truc sur l'écologie, là, le conseil qu'il avait réuni des citoyens tirés au sort qui ont bossé pendant plusieurs mois. Et toutes les propositions, ça a été ciao, quoi. Ils en ont sorti un rapport de 150 propositions. Et Macron avait fait une petite rencontre à la fin, c'était en plein Covid, genre c'était vraiment l'été du Covid, donc ça s'est passé dans le jardin de l'Élysée, je crois. La petite garden party. Tous les gens étaient sur des chaises méga espacées, ils avaient tous des masques, j'ai vraiment l'image, et ils faisaient un peu le rigolo en disant bon, écoutez, banco, les 150 propositions, moi je vais juste mettre 3 jokers, hein, parce que alors il y avait une taxe de 4% sur les dividendes, notamment qu'ils avaient proposé pour financer. Ils sont retrouvés avec le manifeste communiste. Voilà. C'était pas après, tu sais. Alors que c'était des citoyens tirés au sort, mais c'est trop bizarre quand tu tires des citoyens au sort dans la France et qui travaillent avec vraiment la réalité des dossiers sous les yeux, trop bizarre, ils deviennent de gauche. Choc barre. Est-ce que la réalité ne serait pas de gauche ? Je ne sais pas, je ne fais que poser la question. Tu es dans la post-vérité. Exactement. Qu'est-ce que tu fais ? Il avait dit oui, je mets 3 ou 4 jokers, je crois, mais il a dit mais les 146 autres, on va les faire voter. Il y en a certaines qu'on va même passer par référendum. Est-ce que vous avez voté un référendum ? Non, ça n'a jamais existé. Non. Et en fait, en réalité, il y en a genre une toute petite dizaine qu'ils ont passé dans des lois qu'ils ont fait. Notamment le truc de... Et encore, ils les ont rabotés, hein, genre la suppression des vols intérieurs. À la base, c'était pour là où c'est possible de le faire en train en moins de 3h30. Ils ont fait « Oula, ça veut dire qu'on va supprimer notre Paris-Marseille et notre Paris-Toulouse ». On va mettre 2h30 plutôt. Et il y en avait 2-3 autres, des trucs un peu... oui, mais très minimes, quoi. Un peu basiques. Oui, c'est assis dessus, comme d'hab, quoi. Mais du coup, voilà, moi, je pensais à ça. Excuse-moi, je t'ai coupé longtemps. Mais... Non, mais c'est vraiment... Et c'est un truc vraiment du néolibéralisme. C'est pas que Macron, quoi. Cette façon de venir, de dire on te consulte, machin. Et en fait, c'est juste de la poudre aux yeux, on te paye des petits fours et tout. Et en fait, derrière, c'est juste pour se donner une apparence de démocratie pour faire du pouvoir autoritaire, en fait. À 100%, quoi. Mais de toute façon, il est en mode je suis un patron. Enfin, vraiment. Il a jamais. Non, mais même avant qu'il soit élu, j'ai l'impression que de toute façon, il avait déjà cette DA là, entrepreneuriale, et du coup, de diriger un pays comme tu diriges une entreprise et diriger un parti. Voilà. Enfin, il s'en est jamais trop caché, en fait. Non, c'est assumé. On va parler des 2 livres que vous avez sortis très récemment pour toi, Léane. Puisqu'il date de quoi ? Avril. C'était printemps 2025. Avril ? Ouais. Dans ma tête, ça fait tellement plus longtemps que tu l'as sorti. Non. Ah, c'est ouf. Trop bien. Génial. Et toi, Pauline, ton livre est sorti en 2023. Et là. C'est il n'y a pas si longtemps, je veux dire, à l'échelle de l'histoire de l'humanité, notamment. Mais c'est fou, il y a des trucs qui... Ah, mais il faut le réécrire. Il y a des trucs qui ont évolué. Oui. En mal, on va le dire. Mais tu sais qu'il est sorti en poche en mars là, 2025. Ouais. Et l'éditrice du poche
me dit écoute, entre 2023 et maintenant, il s'est passé plein de trucs. passé des trucs, ouais. Voilà. Est-ce que tu veux qu'on fasse genre, tu sais, une Version espèce augmentée. Ouais. au moins une petite page au début ou à la fin pour dire depuis que ce livre a été écrit, Trump a été réélu et Ouais, Musk voilà. est parti en couille. Enfin, Ouais, parce que tu lis le livre, c'est marqué l'ancien président Donald Trump, t'es là en mode ah purée Non, de mais c'est ça. pommes de terre. Et en fait, elle me dit mais prends le temps de la réflexion, et donc j'y réfléchis et je finis par lui dire mais en fait en tant que journaliste et autrice, en fait, ça me ferait trop bizarre de devoir juste mettre une page. Moi, j'aurais envie de le réécrire et de le réactualiser. Sauf qu'en Mais fait, oui. ça demandait un travail de fou pour lequel je n'étais pas rémunérée. Et donc, du coup, on a décidé de le ressortir, de le sortir en poche en mode C'est pas grave. capsule temporelle. Oui, de toute façon, un livre De est une capsule temporelle. 2023. De Mais toute c'est façon, frustrant. C'est comme ça. Évidemment que c'est frustrant, mais aussi, on est dans un peu dans un monde de l'immédiateté. Oui, c'est Même ça. moi, je le vois avec mon podcast, il y a une blague récurrente de je sors mon épisode du Millième Tour, il se passe une dinguerie juste après. et du coup, en fait, instantanément, je le sors, il est déjà obsolète. Et c'est vrai Bien qu'il y a sûr. cette frustration de se dire ah, je vais enregistrer l'épisode, je vais essayer de le monter le plus vite possible pour qu'il soit disponible, parce qu'on ne sait jamais si demain, en fait, Macron C'est va ça. pas dissoudre l'Assemblée, machin. Et se dire 5 jours après l'épisode, mais en fait, non, parce que comme tu dis, c'est une capsule temporelle. Je sais que j'ai des auditeurs et auditrices qui me disent que des fois, ils se refont des épisodes d'il y a un an, et que justement, il y a ce côté, avec le recul, tu réécoutes Ouais. dans quelle mentalité on était, Mmh. où est-ce qu'on en De était quoi à ce on moment-là, parlait. de quoi on parlait, Ouais. etc. Et que ça reste intéressant, en fait, de le voir comme ça. Et j'ai envie de dire, moi, je fais un podcast, mais c'est d'autant plus vrai pour un bouquin qui Oui, c'est ça. Oui. est dans son temps, et c'est bien normal. Et la matérialité est, tu vois, aussi différente. Mais c'est vrai que, en fait, c'est un peu terrifiant de l'avoir écrit à cette période-là. Et de là, maintenant, je continue à faire des formations ou à parler de masculinisme quand on m'invite et tout. Parce que ça reste un de mes sujets d'expertise, on va dire. Et de voir que tout est pire, en fait, que ce que j'avais écrit déjà en 2023. Et de voir en fait qu'il n'y a rien qui s'améliore. Et c'est un peu déprimant parce qu'à l'époque où il est sorti, moi j'étais persuadée que déjà tout le monde allait s'en foutre. Et que voilà, personne n'allait le lire, que tout le monde se foutait de ce sujet-là. Et que en fait, peut-être que c'est moi qui étais dans le tort à penser que c'était un vrai sujet important et tout. Et c'est un peu déprimant. J'aurais préféré avoir raison à ce moment-là, quoi. J'aurais préféré me dire qu'en fait, le mascu, peut-être que c'était un truc pas dans ma tête, mais que c'était quelque chose qui, au final, allait passer, allait pas prendre de l'ampleur et tout. Et bon, après, ça m'amène sur d'autres sujets d'expertise et de recherche et de travail d'enquête, mais ouais, on pourrait le réécrire entièrement, quoi. Et c'est rien qu'avec Trump, quoi. Entièrement, je sais pas. Ton livre, il est vachement centré autour des réseaux sociaux. Hein. C'est Ouais. comme l'indique le sous-titre. Tu parles beaucoup de TikTok et de YouTube, en fait, principalement. Ouais. Et aussi indirectement. Alors, tu parles beaucoup, mais c'est plus d'un point de vue historique des forums. Mhm. Parce qu'il y a ce côté un peu le nid. Absolument. Le nid de ces mouvements-là qui sont partis des forums. Dans le milieu anglophone, 4chan et Reddit, et dans le milieu francophone, essentiellement les forums de jeuxvideo.com. Oh oui, le 18-25. Voilà, le que j'ai bien 15-18. connu. Et où est-ce que j'allais avec ça? Les forums, ils étaient il y a longtemps. Ouais, non, mais ils existent encore et que ça continue à être des nids en fait pour des mouvements sociaux et des mouvements de cyberharcèlement de grande ampleur, quoi. Et en fait, maintenant, ça s'est vachement répandu, c'est-à-dire que les personnes qui vont participer à des campagnes, soit de harcèlement, soit juste de pensée masculiniste et antiféministe, etc., vont en fait naturellement se développer sur Twitter. C'est-à-dire que ça a été amené là par ces forums-là, sur la place publique qu'est Twitter. Mais maintenant, il n'y a plus forcément besoin de cet apport de matières premières depuis les forums. Il y a un truc très... c'est installé en fait maintenant sur X, anciennement Twitter. Ouais, c'est totalement installé. Et puis au-delà de ça, si tu sors même que de Twitter, en fait, tu finis par être exposé à des contenus masculins sans les chercher. Je pense que c'est ça aussi la différence et c'est ça qui m'a le plus étonnée. C'est-à-dire que moi, j'étais ado, les forums masculins comme ça, fallait savoir un peu où ils étaient. Fallait un petit peu connaître le lore,
la terminologie, aller un petit peu fouiller à certains endroits. Alors fouiller, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, c'était pas accessible dès que tu ouvrais Internet. Là, aujourd'hui, je le vois quand je continue à aller dans des classes ou en formation et tout. Malheureusement, tout le monde connaît Alexis Chen, et d'autant plus depuis qu'il a rage quit la commission de TikTok à l'Assemblée nationale. Alexis Chen, c'est un influenceur. Ouais, c'est un des plus influents masculinistes francophones, on pourrait dire, qui se prétend coach en séduction, coach de vie, coach en tout, en fait, voilà. Et qui vit à Dubaï, et entre autres. Et en fait, vraiment, maintenant, c'est des contenus qui sont tellement installés qu'il y a un truc de... En fait, ça a toujours été le cas que les réseaux sociaux influencent le langage politique, et que le langage politique, notamment à l'extrême droite, essaye d'influencer Internet. C'est pas nouveau, mais il y a vraiment ce truc d'auto-circulation des idées et de tournage en rond un petit peu, où là, les contenus masculins, ils sont aussi dans la bouche des hommes et femmes politiques, qu'on retrouve aussi en ligne, et pas que dans une frange de la frange, quoi. C'est pas que Zemmour, c'est ça que je veux dire, tu vois. C'est aussi... j'en parle dans mon bouquin, mais genre Darmanin, c'est aussi Giorgia Meloni, c'est aussi Trump, c'est aussi... voilà. Et c'est ça qui est terrifiant aussi, c'est le fait que le masculinisme, désormais, entre le moment où j'ai fait l'enquête et aujourd'hui, c'est installé, en fait. C'est installé, et c'est... oui, ça existe. Enfin, ça existe sur Internet, comme ça existerait des contenus cuisine, couture... politique, j'en sais rien, il y a des contenus masculins. Et c'est limite une catégorie, en fait, de contenu. Et c'est ça qui me terrifie, en fait, c'est que c'est devenu une banalité du mal dans les deux orthographes. Mais c'est un peu ça qui me terrifie. Et est-ce qu'il n'y a pas plus de chances je le dis, attention, je le dis en déplorant, il n'y a pas de... Mais est-ce que il n'y a pas plus de chances que ces contenus-là disparaissent par fin d'un effet de mode plutôt que par lutte contre? C'est une question que je me suis posée. Ouais, de fou. Je pense en effet que on n'arrivera pas à combattre les contenus masculins par les contenus féministes, parce que je pense que c'est pas comme ça que ça marche. Malheureusement, parce qu'on est face à des plateformes qui sont elles-mêmes dans des logiques capitalistiques et de multinationales d'extrême droite et de... Voilà. Donc je pense pas que c'est nos contenus féministes qui vont réussir à ce que les masculins se disent « Oh là là, j'étais un méchant misogyne depuis le début. » Je pense pas que ça va marcher comme ça. Les plateformes ont besoin des deux, en fait. C'est ça. Ils ont besoin d'engagement. Et ont besoin de l'opposition des deux. Ils ont besoin de réaction, ils ont besoin d'une polarisation, quoi qu'on mette derrière ce terme, mais en tout cas d'engagement et tout. Et donc ça, là-dessus, je marche pas. Mais sur le fait des effets de mode, je pense pas que les mascus vont disparaître par effet de mode, mais par contre, les mascus vont évoluer comme des Pokémon. Ça, c'est sûr. Ça, c'est vraiment... Ils vont, tu vois, de la même manière qu'on avait le pic un peu des coachs en séduction dans les années 2010. Ouais. Tu vois, les pick-up artists qui avaient tous un book. Et alors, je pensais pas à ça, précisément. Pour moi, le pick-up artist, il a un book, il a comment ça s'appelle, un fedora. Tu vois, et ils traînent dans les conventions pour aller dire à des mineurs qu'elles sont vachement matures pour leur âge, tu vois. Voilà. Free Hugs. Voilà, Free Hugs et emoji chapeau, gros nounours métalleux, tu vois. Voilà. Mais ça, c'était pic des coachs en séduction en 2010. Si on regarde aujourd'hui les coachs en séduction de 2025, on est plutôt dans une masculinité très entrepreneuriale, très autour du fitness, ce genre de choses. Donc en fait, c'est juste, ils évoluent. Moi, j'ai peur le moment où ça va commencer à être, on va commencer à avoir des mascus performative male, et on en a déjà, tu vois. Genre des mascus qui reprennent des codes de la queerness, toujours pareil, en ayant démulé des boucles d'oreilles en disant qu'ils sont hyper déconstruits, mais qui en fait ont des discours hyper essentialisants dès que ils obtiennent pas ce qu'ils veulent. Et c'est des choses qui existent déjà. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'ils vont évoluer aussi avec l'époque. Et le truc, c'est que plus ils ont de pouvoir aussi dans la sphère médiatique, politique, etc., plus ils ont des raisons de s'installer aussi économiquement et politiquement, en fait, tout simplement. Donc là-dessus, je pense juste qu'ils vont évoluer comme des Pokémon. Hein. Et ça me déprime. Et en même temps, je me dis, s'ils sont aussi vénères, est-ce que c'est pas le signe que les mouvements féministes, progressistes, etc., n'ont jamais été aussi organisés et
et pas prêt à disparaître, et, tu vois. Est-ce que c'est pas le sursaut quelque part d'un vieux monde qui essaie de s'éteindre, et en même temps je trouve que c'est un peu simpliste comme réflexion, mais en fait j'essaye que ça me fasse tenir, tu vois, ce genre de réflexion là, de me dire peut-être que parce que en fait sinon je sais pas, toi qui en plus t'es sur l'actu tout le temps, mais en fait ça fait péter des crânes, tu vois, et des fois moi ça me déprime de fou, et j'essaie de me dire c'est peut-être parce que en tant que féministe on arrive, en tant que personne queer, en tant que personne antiraciste, on arrive à faire porter des choses qui sont importantes, et c'est pour ça qu'ils chouinent, et c'est peut-être ça la bonne nouvelle, et c'est peut-être pour ça qu'il faut qu'on continue, mais compliqué quoi. Léane, t'en penses quoi? C'est sûr qu'ils sont toujours en réaction à nous, typiquement pour les femmes d'extrême droite que j'ai analysées, elles sont montées médiatiquement parce qu'il fallait créer une contre-figure à la féministe, quoi, et pour garder le statu quo au milieu, on va dire, on va mettre en avant les trad waves d'un côté, les féministes de l'autre, c'est les deux extrêmes, et comme ça on garde la féminité hégémonique Marlène Schiappa au milieu et on bouge pas le statu quo. Non mais c'est vrai, c'est le spectre de la féminité selon eux, tu vois, t'as trad wave, Marlène Schiappa, féministe aux cheveux bleus, tu vois. Je suis en train d'imaginer Marlène Schiappa entre les deux comme ça, alors qu'en fait elle est beaucoup plus proche elle m'a même le dit de Némésis et des trad waves que des féministes, elle est pas du tout au milieu. Donc oui, ils sont toujours en réaction, et par ailleurs, je pense qu'effectivement, beaucoup de gamins voient comment leur père a bénéficié de plein de trucs et sont en mode, en fait, pourquoi moi j'aurais pas, pourquoi j'aurais moins, et en fait, c'est toujours ce truc de la domination, de pas vouloir partager l'espace social et de vouloir rester le centre de tout, et du coup dès qu'il y a d'autres figures qui émergent, parce que je suis sûre qu'il y aurait eu juste des meufs, peut-être moins féministes, mais juste des meufs qui commençaient à devenir les plus cool et tout, ils auraient été quand même masculins. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Absolument. Il y a vraiment ce truc de je veux être le centre, le main character et tout. Oui, je veux être le centre, et je veux absolument faire en sorte de garder ce pouvoir et garder les privilèges qui y sont associés, et j'ai la sensation que la moindre remise en question pour eux est douloureuse, tu vois. Enfin, vraiment... Enfin, pas douloureuse, individuellement, mais en tant que groupe social, quoi. Ouais, mais moi je suis persuadée que la majorité quand même des mecs ont un petit masculin en eux, quoi. Enfin, clairement, l'immense majorité même. Je me souviens à l'époque, quand il y avait eu le tout début, quand il y avait eu Tajoui, qui a été sorti. Après, il y avait un mec qui avait fait Tubande, tu vois. Ouais. Et je me souviens qu'il y avait tous les mecs et tout, ils étaient là, enfin quelque chose pour nous. C'était un conte de Dora Muto, qui depuis est une figure de la transphobie et d'extrême droite. Mais à l'époque, c'était une sorte de truc de conte sexo pour meufs hétéros. Ouais, c'est ça. Sur en gros t'as un clitoris et tout, et du coup tu vois, ils avaient vu toutes ces meufs qui étaient en mode waouh, je découvre ce que j'ai entre les jambes, parce que personne voilà, pour les meufs cis, et après du coup t'avais les mecs qui étaient là, ouais mais nous aussi on veut notre tubande, tu vois, parce que personne nous a expliqué comment bander, c'est terrible, vraiment, qu'est-ce qu'on fait de nos pénis. Et je me souviens quand le mec avait dit 2-3 trucs vaguement féministes et tout, ils s'étaient tous désabonnés en mode ah non, on voulait notre truc à nous, tu vois. Et tu sais, ce truc vraiment t'es là, mais frérot, bon bref. Mais de toute façon, c'est exactement pareil quand les masculins, ils chialent sur la question des violences faites aux hommes. Moi, c'est un truc que j'ai beaucoup en retour, c'est oui, vous parlez tout le temps des violences faites aux femmes et les violences faites aux hommes, tu vois. Et genre, moi, je suis un peu dans un truc de dire, en fait, créer des ressources, créer des, tu vois, des trucs. Et en fait, quand tu regardes un petit peu plus précisément, les seules ressources qui sont faites pour les violences faites aux hommes, parce que voilà, il y en a qui existent, des violences conjugales faites aux hommes, et c'est important, et c'est important de les combattre, comme toutes les violences de manière générale. Mais en fait, ça a été créé par des féministes, les ressources, les numéros d'accueil, etc. Et en fait, les seuls trucs qui ont été créés il y a un truc, je crois, qui s'appelle SOS Hommes Battus, c'est un truc de massue, en fait. Ouais. Donc ouais, et puis du coup ils font quoi des gamins qui ont été fracassés par leur père, tu vois, ça ils en parlent pas, alors que ça, la protection des enfants aussi, mais de toute façon c'est toujours pareil, là pour enquêter pas mal en ce moment sur les questions des VARS, donc d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, la protection des enfants, apparemment tout le monde est d'accord, mais par contre quand ça touche les questions d'inceste, les questions de violence intrafamiliale et tout, là par contre ça n'a plus personne, quoi. C'est logique, ouais. C'est voilà, donc il est masculin pour venir chialer sur le fait que selon eux il y a des drag queens qui interviennent dans les écoles, ce qui est absolument faux.
Et qui serait pas un problème d'ailleurs. Oui, et qui serait d'ailleurs pas un problème, mais Ouais, tu vois, juste ouais. dans la désinformation du bail de genre Ouais. et de genre d'ailleurs, au final, ils viennent pas protéger les enfants non plus, quoi. Juste pour non. venir chialer là-dessus, quoi. Mais il y a un passage dans Les Vigilantes où je parle justement du rapport de l'extrême droite aux victimes. Et du coup, comment est-ce qu'à la fois ils sont le côté de la victimisation, où ils se victimisent tout le temps, ils sont tout le temps effarés de je sais pas quoi, De la parce qu'en société. fait, voilà. Du basifique. Non mais tu vois, tout est un drame pour eux, tu vois, tout est grave, ils s'inventent des problèmes là où il y en a pas, tu vois. Et en même temps, ils dénient vraiment les vraies victimes, mais parce que c'est toujours eux qui veulent désigner ce qu'est l'apitoiement, etc. Enfin bref, là j'ai pas trop de... je l'explique mal, mais dans le livre, il y a tout un truc sur ça, sur justement pourquoi est-ce que pareil, tu vois, et ça va jusqu'aux meufs transphobes, tu vois, qui vont être en mode oh là là, si on laisse les femmes trans être des femmes, ce qu'elles sont, et bien après elles vont aller dans les toilettes et du coup on va se faire agresser. Le grand délire des toilettes. Hein, voilà, ça. Ouais. Mais ça, vous savez d'où ça vient, le grand délire des toilettes? Mais moi, je veux bien savoir. Mais ça vient des États-Unis, en fait, de la période de ségrégation raciale. Et en fait, c'est ça, le patient zéro, c'était en mode, pour maintenir la ségrégation sociale, il y avait plein... sociale-raciale, il y avait plein de panique morale, et la panique morale la plus populaire, c'était celle des toilettes, où il y avait cette idée que si on laissait les personnes noires rentrer dans les toilettes des blancs, eh bien, ils allaient les égorger parce qu'ils sont violents, nanana. Et en fait, ils ont juste repris ça et ils l'ont appliqué aux lesbiennes et aux gays d'abord, parce qu'on a oublié, mais il y avait beaucoup ce truc aussi, les vestiaires de sport, nanana. Et maintenant, c'est sur les personnes trans. Mais c'est vraiment la continuité logique de toutes les formes de ségrégation. Et, voilà. Et du coup, c'est marrant aussi de voir ce pont entre d'abord ségrégation raciale et la ségrégation de genre qui reste encore, quoi. Même si c'est pas du tout comparable, hein, évidemment. Non, mais c'est hyper intéressant. Et en fait, maintenant que tu le dis, ça me paraît totalement logique. Mais j'avais pas l'élément de base. Mais oui, putain, ce truc des toilettes. Mais non, les toilettes. Mais d'ailleurs, dans les toilettes publiques, il faut pas rentrer dans les cabines des autres gens, hein, quel que soit le genre, de toute façon. Mais oui, c'est ça. Et il y a plein de toilettes, y a plein de toilettes libres. dans le train, dans les avions, où il n'y a pas de genre non, c'est juste des toilettes. Bon, voilà. Je pense qu'il y a personne qui a fait un scandale en disant je rêve ou dans cette toilette, dans cet avion, les toilettes sont mixtes. Vous êtes des activistes trans en fait. Non mais c'est fou. Enfin, il y a vraiment des trucs. Mais moi, ce qui me fascine en plus, c'est à quel point ils sont créatifs aussi pour dans leur monter aussi dans les minorités les uns contre les autres. Tu vois, t'as genre tout ce qui est fémonationalisme et homonationalisme, donc dire oulala, pas les arabes et pas les musulmans parce que ils vont fracasser les queeros, alors que bon, on sait, l'extrême droite, c'est quand même elle qui nous fracasse dans la rue. Mais bref, et ensuite, tu vois, là, il y a un nouvel avatar qui est de dire ah non, il faut garder les toilettes pas mixtes, parce que sinon les femmes musulmanes, comment est-ce qu'elles vont faire pour remettre leur hijab dans les toilettes s'il y a des alors que c'est les premiers à être méga islamophobes. Oui, non mais c'est pareil avec l'homonationalisme. Et t'es là, waouh, la créativité quand même dans le gaslighting est quand même folle, quoi. Ce qui est de toute façon transphobe, puisque ça part du principe que du coup la femme trans qui risquerait de voir la meuf sans voile est un homme, et en fait voilà. Ouais, non mais là c'est pour les toilettes mixtes, tu vois. Alors que le vrai problème, si on a des toilettes mixtes partout, c'est que les mecs c'est la saleté. Oui, laissent leur pipi sur la cuvette, c'est ça le vrai problème. C'est que moi j'en ai marre de nettoyer leur pipi. Le problème est avant tout sanitaire. Le problème est avant tout sanitaire. Non mais clairement, de fou. Asseyez-vous sur les toilettes. Mais c'est vrai que j'ai la sensation qu'ils sont très créatifs. Mais alors, point aussi avec les masculins, c'est qu'ils sont très créatifs. Et est-ce que tu as observé aussi, même j'imagine chez toutes ces théories nationalistes, à quel point ça voyage d'une langue à l'autre et d'un pays à l'autre, genre une même théorie ou un même argument voyage? Parce que chez les masculins, un truc qui m'a impressionné il y a quelques années, il y avait toute la théorie conspirationniste qui date de 2016-2017, disant que les femmes, à force de prendre la pilule, elles font pipi dans l'eau. Et donc, du coup, cette eau, on la boit. Et donc, c'est à cause de ça qu'il y a de plus en plus d'homosexuels, parce que les hommes boivent de l'eau pleine d'oestrogène. Oui, mais ça, tu sais que les transphobes l'ont repris et qu'on a même des meufs, je te jure. Alors que c'est une théorie de mascu, ouais. C'est un truc qui date qui se disent féministes. d'Alex Jones, qui est un podcasteur américain conspirationniste. Je crois que c'est 2017. J'ai commencé à le voir du côté québécois. Donc je me suis dit, merde, ça rentre dans la sphère francophone. Au moment où j'écrivais le bouquin. Et là, j'ai commencé à le voir sur les masculins entrepreneurs, là.
Mais viens, genre la faut... menace et tout, tu vois. Donc putain, ça a été repris par les transphobes. Mais en fait, il faut trop qu'on fasse dans Problématique une chronique où on explique à chaque fois la panique morale, tu vois, l'histoire, genre le truc des toilettes. Mais après, c'est comme tu disais, en fait, c'est la suite logique, malheureusement, de tu t'attaques aux personnes racisées, aux personnes LGB, et après, hop, aux personnes trans. Enfin, en fait, il y a le truc de circulation de la haine, de toute façon. Et je vois à quel point les masculins sont obsédés avec la transidentité. Enfin, genre, bien sûr. C'est leur leur nouveau, enfin nouveau, non pas nouveau, mais combat moral et l'ordre politique aide pas. Et de toute façon, c'est que tout leur taf, c'est de maintenir les privilèges de naissance. Et du coup, comme les personnes trans, par leur existence, montrent que les privilèges de naissance ne sont pas immuables, pas naturels, et peuvent être remis en question et transgressés, bah ça va pas du tout, quoi. Il y a un glissement aussi par rapport à ça, et ça tu en parles, Léane, dans ton livre. C'est vraiment le fait que pour se mettre à discriminer d'autres personnes, on se réapproprie des combats précédents, et tu parles notamment de toute l'extrême droite qui subitement se met à défendre, par exemple, la communauté juive en opposition avec les musulmans, les arabes, ou ce qu'ils ont dans leur imaginaire, etc., qui seraient les nouveaux antisémites, et de la même manière à défendre les femmes, justement à reprendre une rhétorique féministe pour dire dans la rue elles se font agresser, par qui, point d'interrogation, etc., etc. Et de la même manière, même jusqu'à défendre la communauté LGB pour le coup, pas encore le T. Ah mais non, justement, et surtout pas le T, quoi. Et en tout cas, oui, les communautés homosexuelles, pour se dire pareil, c'est ceux qui les agressent, ce sont les immigrés, et nous, on est leur rempart, etc., etc. Ouais, mais en fait, quand ils font ça, quand ils utilisent la communauté juive pour taper sur l'islamophobie, pour taper sur les personnes musulmanes, c'est d'abord de l'islamophobie, mais c'est aussi de l'antisémitisme, parce qu'en fait, ils ont besoin de décrire les personnes juives selon des représentations antisémites, à savoir du coup les personnes juives, surtout les hommes juifs là dans leur imaginaire, qui seraient des figures forcément chétives, à protéger, qui auraient besoin d'un état fort, parce que eux sont pas capables d'avoir une agentivité, une réflexion, sont en fait des êtres moins humains que les autres, qui ont besoin du coup de paternalisme blanc, qui viennent et de protection, et donc du coup c'est toujours, et en fait ils ont besoin d'entretenir l'antisémitisme, et ils l'entretiennent aussi par leur récit, parce que ça leur sert à diviser. Et c'est pareil sur le fémonationalisme. Le fémonationalisme, c'est toujours d'abord du racisme, mais en tandem, c'est aussi toujours du sexisme, où on décrit les femmes comme étant naturellement faibles, naturellement à couver et à protéger, en danger dans l'espace public. Danger, et elles seront toujours en danger. Et c'est pour ça que les politiques fémonationalistes, elles font jamais rien pour réaménager l'espace urbain, pour vraiment essayer de faire en sorte que les femmes soient mieux dans l'espace public, puisqu'ils ont besoin que les femmes ne soient pas bien dans l'espace public, et donc ils aggravent en fait le sexisme. Et c'est pareil pour l'homonationalisme. Enfin, c'est vraiment garder en tête que c'est toujours ce truc de tandem, de d'abord du racisme et ensuite de l'homophobie ou du sexisme, voilà. Oui. Toujours du racisme. Et un peu pour terminer sur ces thèmes au pluriel, thèmes très, très joyeux, je voulais terminer sur ce que je pense un peu être la conclusion, en tout cas moi la conclusion que j'en ai tirée de ton livre, Léane, c'est une vraie critique du capitalisme. Attention, waouh, révélation. Non, c'est une vraie critique du capitalisme. On se rend compte à quel point il est basé sur un modèle familial hétérosexuel et fécond. Et on se rend compte que, en fait, toute avancée sociale, elle est obligée d'être limitée à cause de ce carcan qu'impose ce modèle. Donc hétérosexuel et fécond, ça veut dire vraiment la famille blanche, ou en tout cas vraiment d'ascendance française, qui fait des enfants. On le voit d'ailleurs avec le discours de Macron qui parle de réarmement démographique, et d'ailleurs de Macron et même de juste les personnes qui sont au pouvoir, qui arrivent tout à la fois de parler de réarmement démographique, de attention, on a un problème de natalité. Il y a les réformes des retraites, ils disent il y a de moins en moins de naissances et du coup de plus en plus de vieux, et du coup on va avoir du mal à financer ce modèle social-là. Et qui tout à la fois mettent des lois qui limitent fortement l'immigration, y compris l'immigration légale, alors qu'on a un problème de naissance, mais qui disent non, en fait, il faut faire en sorte que les nouveaux Français
ce soit des descendants de Français sur place et pas des nouveaux arrivants. Ce qui est, je veux dire, enfin, moi je veux bien qu'on m'explique dans quelle dimension est-ce que c'est pas une vision raciste de la chose, mais moi j'ai toujours pas trouvé. Mais en tout cas, voilà, le capitalisme, en fait, pour perpétuer son modèle, il a besoin de ce modèle familial. Et en fait, c'est vraiment là qu'on comprend que toutes les avancées toutes les avancées sociales de type lutte LGBT+, etc., en fait, c'est forcément limité. Aujourd'hui, on est un peu... la société française et occidentale te dit « Ouais, super, les gays, lesbiennes, il n'y a pas de problème. Même les trans, non, vous avez le droit d'exister, vous êtes légitimes, etc. » Mais par contre, soyez vraiment pas trop nombreux parce que sinon, le système ne tient plus. Exactement. Mais ça, c'était Jean-Marie Le Pen d'ailleurs qui disait que quelques gays, ça va, mais si on a trop... C'est là qu'on commence à avoir des problèmes. Voilà, exactement. Mais oui, et puis c'est une vision beaucoup plus large. Et aussi dans cette idée du coup de la famille nucléaire, un papa, une maman et des enfants sous le même toit, c'est aussi très important pour le capitalisme parce que c'est l'individualisme le plus poussé où du coup tu dois tout racheter, tu dois tout acheter pour toi parce que du coup au lieu de mettre en commun, de collectiviser en fait les ressources, tu te rachètes tout pour toi-même. T'es aussi isolé et c'est aussi un énorme problème parce que les femmes là où elles sont, les femmes cisgenres notamment là où elles sont le plus en danger, c'est chez elles. Par exemple Pellico, si elle avait été dans un habitat plus partagé, peut-être que Gisèle Pellico, peut-être que les gens ils se seraient dit c'est bizarre, il y a 50 mecs qui passent, il se passe quelque chose. Elle a pas l'air bien, peut-être qu'il faudrait l'amener voir d'autres médecins. Exactement, et c'est aussi l'isolement qui crée la violence. C'est vrai, ne serait-ce que sans même parler de modèles genre de baba cool qui vivent en communauté, un simple immeuble. Oui, c'est ça, on n'est pas obligé de tous et à la toutes place être des hippies, en fait, on peut juste... Enfin, l'habitat c'est vrai qu'un simple immeuble, c'est pas que ça. L'alerte aurait pu être donnée avant. On va pas faire une histoire qui n'existe pas, etc. Mais c'est vrai que très bonne... question. Mais sans être dans un truc complètement où on est les uns sur les autres et machin, mais tu peux avoir, je sais pas, imaginer des logements où t'as une salle en commun que tu partages, quoi, ou même partager une chambre. Enfin, tu vois, pourquoi est-ce qu'on aurait tous une chambre d'amis individuelle ? On pourrait avoir une chambre d'amis qu'on partage avec d'autres gens. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs, il y a plein de trucs à faire et qui en plus seraient beaucoup plus écolo et tout, et surtout qui quand même recréeraient du lien entre les gens, parce qu'aujourd'hui, la question de la solitude, que ce soit à la ville, à la campagne, enfin en plus c'est quelque chose qu'on partage, tu vois, sur le territoire, elle pousse aussi à cette idée, enfin elle empêche aussi les liens et elle participe aussi à l'avancée de l'extrême droite. Du coup oui, non mais de toute façon tant qu'on n'en finira pas avec le capitalisme, en fait on est condamné à se retaper le fascisme tous les 100 ans. C'est juste l'aboutissement en fait, et c'est pour ça que le livre d'ailleurs n'est pas concentré que sur l'extrême droite, parce qu'en fait on peut pas comprendre l'extrême droite si on comprend pas l'État-nation, on peut pas comprendre l'État-nation si on comprend pas les deux vagues coloniales. En fait, c'est vraiment imbriqué et en fait, tout est comme ça. Enfin, encore aujourd'hui, on dit qu'il y a le mariage pour tous. Moi, j'ai 2 meufs, je peux pas me marier avec mes 2 meufs, tu vois, par exemple. Comment ? Non, mais c'est vrai. Mais et du coup, c'est quand même hyper imbriqué encore, enfin on est encore conditionné dans un rôle, et c'est pas parce que maintenant les personnes LGBT peuvent un petit peu plus se mettre dans cette citoyenneté qu'elles restent pas conditionnées à un modèle très strict et très très normatif, quoi. Pareil, tu vois, t'as le regroupement familial mais t'as pas le regroupement amical, ça c'est, je sais pas qui c'est qui en a parlé, c'est pas du tout de moi, mais c'est vrai, quoi, enfin merde. Mais non, j'ai lu ça très récemment, je me demande si tu l'évoques pas vite fait dans ton livre, ou peut-être que j'ai lu ça ailleurs. Qui c'est, mais j'ai peur d'écorcher son nom, du coup c'est... Bref, on s'en fout un peu, mais voilà, il faut en finir avec le capitalisme. Oh oui. Hier c'était drôle, j'étais à un séminaire de la Fondation des femmes, je faisais un débat, et du coup j'ai dit... j'ai dit que... Vas-y, pardon, excuse-moi. J'ai cité Lénine en disant que on pendra le dernier capitaliste avec la corde qu'il nous a vendue, et là la salle a blémi. Mais blémi. C'était trop drôle. T'étais à la Fondation des femmes. Ça va, en même temps c'était un débat qui s'appelle controverse, on n'a plus le droit, on peut plus rien dire. Voilà, on peut plus rien dire. Mais j'étais invitée aussi hier, j'ai pas pu venir, mais putain, franchement j'aurais prié pour cliquer dans la salle. Vraiment. Ouais, c'était drôle. mais voilà. Il y aurait un grand silence et au fond de la salle. Wouh Non, mais de toute façon, sur ces trucs de capitalisme et de famille, enfin. Un truc qui m'a fait penser à tout ce que tu as dit, je suis grave d'accord, notamment sur les questions LGBTQ+, c'est le fait de
on nous accorde un petit peu plus de droits, mais quand même pas trop. Et tu parlais de la question de la famille, du mariage notamment. Il y a la question juste aussi de la parentalité, tu vois. Genre, et je pense qu'il y a vraiment un truc ça fait peur aux dominants de voir des familles queer et des gens faire famille autrement, qu'elles soient aussi dans des formats d'amitié et tout. Et par exemple, moi, j'ai l'immense privilège d'être en couple avec une personne incroyable, mais une personne qui n'a pas accès à la PMA. Parce que la PMA, elle est interdite pour les personnes trans en France, tu vois. Et le fait que, en fait, si un jour on veut créer une famille, ça va être sous le manteau illégalement, tu vois. Et rien que ça, alors qu'à côté, t'as Macron qui dit réarmement démographique et tout. Enfin, et en fait, c'est le truc de ce que tu disais, c'est-à-dire un peu, mais pas trop. Ouais. Et surtout, la famille doit rester dans un cadre nucléaire et à la femme cis de portée. Enfin, tu vois, plein de... Enfin, tout cet imaginaire capitalistique et aussi, même quoi. quand c'est accepté pour les personnes LGBT, c'est vraiment hyper normalisant, quoi. Ça va être genre, ok, les lesbiennes très cisgenres, très bourgeoises, blanches, Femmes, qui sont, si voilà, possible. ouais, mais alors pas trop femme non plus, parce que c'est hyper transgressif aussi l'identité femme. Mais du coup, avec cette idée, qu'il faut quand même rester bien dans son rôle et vraiment pas dépasser, quoi. Donc très monogame, mariage, etc. quoi. Et sur le capitalisme, je suis persuadée qu'il y aurait peut-être un peu moins de mascu si on avait fini avec le capitalisme, en fait. Enfin, Mais oui, parce qu'en plus, le capitalisme, c'est aussi des valeurs violentes en soi. Enfin, c'est la compétition, c'est la loi du plus fort. Qui fera le plus de thunes. Et du coup, c'est pas pour rien que c'est tous les masculins, c'est des entrepreneurs, coachs sportifs. C'est vrai que c'est cette vague-là, en tout cas, là, depuis quelques années, qui prend totalement le dessus. Et avec que des business en ligne, d'ailleurs, très centrés autour des meufs. Enfin, tu sais, que des trucs, alors soit des cryptos, dans des trucs de thunes, de spéculation, soit des mecs qui deviennent genre OnlyFans manager. Oui. Alors que c'est les premiers à chouiner sur les travailleuses du sexe et à chouiner sur toutes les meufs, c'est des putes parce qu'elles se mettent sur OnlyFans. Enfin, voilà. Mais c'est des gens qui ne sont drivés que par leur propre économie, mais comme les dirigeants des plateformes, en fait. Enfin, je me rappelle quand il y a eu le seconde élection de Trump et un peu le basculement de Zuckerberg, Musk et tout. Tous les commentateurs politiques étaient en mode quoi, alors qu'ils étaient si libéraux avant. Mais en fait, vous attendiez à quoi ? Pas tant. Et surtout, ils vont là où la thune les mène, parce qu'ils vont vers là où leurs intérêts les mènent. Et là, sur les masculins, leur intérêt, c'est aussi d'être riche. Et c'est le capitalisme et la société de consommation, quoi. Ouais, puis Facebook, ça a été créé quand même pour noter les meufs à la base. Ça a toujours été... Tout le monde a oublié ça. Ouais, et puis il y a vraiment cette idée dans le capitalisme... que les femmes sont les sacs à main des hommes, quoi. Enfin, en mode justement le trophée. Non mais oui, c'est exactement ça. C'est vraiment cette image de trophée et de sac à main qui doit claquer plus que l'autre. Enfin, tu vois, c'est quand même au centre du truc, avec vraiment une vision des relations humaines comme quelque chose vraiment qui se consomme très fortement. Et même quand c'est le truc de non mais elle, je vais la marier, c'est la femme de ma vie, etc. Elle aura pas travaillé, je lui payerai tout. Non mais c'est que si qu'elle travaille en fait gratuitement pour le mec, avec à la fois un travail domestique, émotionnel, elle fait la psy, l'infirmière, le machin, et qu'en fait elle est la femme à tout faire gratuite, quoi. Non mais c'est clair, et donc du coup je pense que ces masculins, et les liens avec le capitalisme, ils sont très forts, et c'est je sais pas, c'est encore plus prégnant, je trouve, dans un truc de création de contenu. Enfin, tu vois, ces mecs-là, c'est aussi des influenceurs. Et dans ce système de la création de contenu, on sait à quel point les partenariats, les stats, la question financière, elle est importante aussi, parce que t'es dans un truc de compétition et t'es dans un truc capitalistique, en fait, quand tu crées du contenu sur Internet et sur les réseaux sociaux. Et même en tant que journaliste, en tant que militante, on sait aussi que c'est un mur aussi qu'on se prend par rapport aux plateformes. C'est que on joue avec des règles qui sont compliquées aussi à naviguer, puis c'est des règles capitalistiques, quoi. On se dirige vers la fin de cet épisode. Oh là là, tout le monde est déprimé. Mais non, il n'y a pas de raison d'être déprimé. On comprend mieux le monde et on lutte mieux contre les choses, et c'est comme ça. Et du coup, voilà, c'est un épisode qui s'est beaucoup architecturé autour de vos deux livres. Alors, je précise que c'était pas un épisode sponsorisé par JC Lattès, parce que j'ai même vu vraiment pas donné de l'argent après que c'était que vos deux livres étaient sortis chez le même éditeur.
Et je vous invite à les lire. Parce que c'est très intéressant, et même si vous considérez que vous êtes un mec déconstruit, il faut le lire quand même. Ça fait se poser aussi des questions sur comment on a évolué. Voilà. Enfin, moi j'ai une trentaine d'années et depuis 30 ans, il y a des sujets qui m'ont parlé dans les deux livres. Dans le livre de Pauline, il y a beaucoup de sujets qui m'ont parlé personnellement, parce que je disais, voilà, je suis quelqu'un qui a eu Internet dès l'âge de 6 ans, et en plus un accès à Internet très libre. Très libre. très libre. Ça a pas mal fréquenté JVC, ça. Ça a pas mal fréquenté ça et plein d'autres choses, mais en fait... Donc t'as bien exploré l'interweb. J'ai eu beaucoup trop tôt un ordinateur dans ma chambre avec Internet. Il fallait pas faire ça à l'époque, mais c'est fait. Et ça m'a formé d'une certaine manière. Mais bon, bref. Et donc voilà, c'est des sujets vraiment qui m'ont parlé et qui sont très intéressants. Et du coup, merci à vous deux d'être venus dans cet épisode du 1000e tour. Merci. Merci à toi pour l'invitation. Et voilà, on a parlé des projets à venir en début d'épisode. Pauline, dans les trucs à venir, est-ce qu'il y a des trucs que tu veux Moi, alors, on sort avec mon collectif de pigistes qui s'appelle Hors Cadre. On sort une grande... Enfin, c'est déjà en cours, mais ça continue. Une grande série d'enquêtes avec le Fonds pour la presse libre sur les associations financées par Pierre-Édouard Sterrin. Quel plaisir. Et après, j'ai 2 trucs dont j'aimerais parler. J'ai un bouquin pour ados qui sort début de l'année prochaine. Voilà, qui n'a pas de titre pour l'instant. Oui, comme on souvent, pas à trouver de titre. Les livres qui sortent l'année prochaine. Voilà, mais qui est quasiment déjà prêt et qui est sur comment tu construis ton genre à l'ère d'Internet. Voilà. Okay. Oh, wow, c'est pour les ados, c'est dans une petite collection de la Ville Brûle, qui est une maison d'édition indépendante à Montreuil Vie. Voilà, et qui sera illustrée par Myriam Mal, dont j'aime beaucoup le travail, donc je suis très très ravie. Ouais. Et le truc, c'est que j'étais cette saison rédactrice en chef d'une émission de jeux vidéo sur Twitch, le Twitch d'Arte, qui s'appelle Jour de Play. Ouais. Je savais pas que tu étais rédactrice en chef. Co-rédactrice en chef avec je savais même pas. Bazin. J'ai regardé de temps en temps, mais. C'est moi qui ai fait la programmation. C'est moi qui n'ai pas beaucoup dormi pour faire le conducteur. Dis-donc. J'étais en régie. Et voilà, c'était une expérience trop cool. Et a priori, d'ici un mois, on va savoir si la saison est renouvelée pour l'année prochaine. Donc, allumez des petits cierges parce que j'aime beaucoup travailler sur le jeu vidéo. Ça change des mascus, même si des fois. Il y a des liens. Il y a des ponts. Il y a des ponts. Mais c'est très agréable de travailler avec Arte, avec les gens formidables, Maudit, Queen Apple, Gotos, la team Origami, tout ça. Bien sûr. C'est que des gens que j'adore. On les kiffe. Donc Léane problématique, oui. Le Ulule dans quelques jours. Ouais, et en attendant, vous pouvez suivre l'actu sur la page Insta problématique.media. Et du coup, si vous donnez, pas ce qu'il faut, en janvier, on aura un super site internet codé de A à Z par nos petites mains, enfin plutôt les mains d'Adélaïde, notre développeuse. Mais voilà, du coup, ça va être vraiment chouette. Ok, trop hâte. Moi, j'ai deux petites recos aussi. Il y a un sujet dont on n'a pas du tout parlé dans le 1000e tour parce que j'avais pas assez de connaissances là-dessus et les invités qu'il fallait bien. Mais du coup, je vous conseille. C'est le sujet de Madagascar. De tout ce qui s'est passé à Madagascar ces dernières semaines et ces derniers mois d'ailleurs. Une vidéo de Samora que vous connaissez puisqu'il était déjà dans l'épisode précédent du 1000e tour, il a déjà été là aussi au début de l'année invité et il a fait en fait une petite soirée discussion via Discord avec plusieurs personnes. Voilà, Madagascar, que se passe-t-il ? Vous pouvez taper ça dans YouTube pour avoir le replay de cette émission très intéressante et très complète sur ce qui se passait là-bas avec des gens, vraiment des jeunes sur place qui ont participé au mouvement et aussi d'autres personnes, principalement des personnes ultramarines qui peuvent aussi parler de ces thématiques des territoires ultramarins et des anciennes colonies françaises qui ont vraiment plein de points communs. Et donc c'était avec Audrac Avocha, Frédéric Maillot et Clarisse Da Silva. Vous pouvez taper ça sur YouTube. Et également une autre personne qui est passée par ce podcast, Célia, qui a son blog à la TV sur Ma TV, qui vient de sortir un article qui traite en fait de comment a été traité médiatiquement
les affaires de Zied Ebouna Anaël, 20 ans d'impunité policière et médiatique. Voilà, c'est un blog qui parle essentiellement de la TV, d'où le nom. Et donc, je vous conseille la lecture de cet article et le visionnage des petites vidéos qui sont jointes, qui sont très intéressantes. Et voilà, c'était mes recours, de choses Merci que beaucoup. je n'apporte pas dans le podcast, mais que vous pouvez aller voir. Et puis, voilà, merci à vous d'être venus. Merci beaucoup. Et puis, à la prochaine pour un nouvel épisode.